Monsieur Antonietti, puisque là on est sur la table ronde accessibilité des logements, vous êtes à Action Logement et directeur de Habitat Solidaire. Oui. Je vous en prie. Merci. Et là par contre, je serai beaucoup plus sérieux sur le timing. Donc je vous demande les uns et les autres de ne pas dépasser 10 minutes. C'est promis. Et si on peut faire moins, tant mieux. Alors bonsoir à toutes et tous. Je sais que la journée a été longue mais riche, elle a été intéressante. Je vais vous parler logement. On a parlé beaucoup emploi aujourd'hui, formation. On reste convaincu au niveau d'Action Logement. Alors Action Logement, peut-être en deux mots pour vous resituer, l'ancien 1%, organisme avec une gouvernance paritaire, donc que vous connaissez tous. Je dépends moi d'Action Logement Immobilier au titre de l'ESH, Entreprise sociale pour l'habitat, Neolia, qui fait partie de ce groupe. Donc le logement, c'est important parce qu'avoir un logement, ça aide à avoir un emploi et vice-versa, bien évidemment. Nous, on part du principe qu'on adhère aux valeurs que vous avez évoquées tous et toutes, l'égalité, la solidarité. Et depuis de nombreuses années, on travaille au sein du groupe et au sein de notre structure Neolia à favoriser justement l'accès au logement des personnes handicapées et des personnes vieillissantes. J'entendais Thibaut tout à l'heure qui disait que vieillir peut amener aussi une certaine forme de handicap. Donc je vous parlerai des deux champs en même temps et en parallèle. Action Logement Immobilier, en deux mots, c'est quasiment 1 million de logements locatifs sociaux. Ce sont près de 30 000 mises en chantier par an, une vingtaine de mille de logements livrés, et avec des envies et une vraie stratégie par rapport à la question de l'accessibilité et de l'offre de logement à destination des personnes handicapées. Nous sommes en train de réfléchir au niveau du groupe à la création d'un label propre en interne pour pouvoir justement mettre plus en avant ces logements qui seront commercialisés et mis sur le marché, de travailler aussi à une logique de mise en accessibilité de nos bâtiments par le biais de nos stratégies patrimoniales, la mise en place d'ascenseurs notamment. Merci Christophe. La mise en place d'ascenseurs et justement donner un accès qui est bien meilleur. Certes, la loi de 2005 s'applique. On a un parc qui est beaucoup plus ancien, vous le savez, dans le monde HLM. Donc l'idée est de pouvoir le rendre beaucoup plus accessible. Enfin, on a un certain nombre de structures collectives au sein du groupe Action Logement, structures collectives qui sont bien souvent travaillées en partenariat avec les associations. On avait l'APF parmi nous ce matin, c'est une des grosses associations partenaires avec nous pour laquelle on travaille à la construction de foyers qui permettent d'accueillir les personnes handicapées. Quelques exemples très concrets, si vous me le permettez. On va faire un zoom Action Logement Neolia, l'entreprise à laquelle je suis rattaché, une des 70 ESH donc, dans ce groupe. Neolia, depuis une quinzaine d'années, s'est spécialisée au travers d'une direction, celle dont j'ai la charge, la direction de l'habitat solidaire, qui a comme mission la prise en charge des fragilités et des difficultés de nos clients. Alors, des difficultés liées au vieillissement et liées au handicap. Et pour ce faire, on a différents champs d'intervention. Le premier, c'est l'adaptation de notre parc existant au travers d'une stratégie d'adaptation du parc au vieillissement et au handicap qui fait partie de notre projet d'entreprise et qui nous amène à adapter à peu près 400 logements par an à la demande de nos clients. Vous avez quelques exemples à l'écran. L'idée, c'est de prendre un logement, de prendre les besoins de nos clients et de faire du sur-mesure par rapport à ces difficultés pour lui permettre le maintien dans ce logement dans les meilleures conditions. Vous avez un exemple d'avant-après, des logements qu'on a rachetés il y a quelques années, qui n'étaient pas du tout adaptés, et sur lesquels vous avez complètement à droite ce qu'on a réussi à réaliser pour permettre à notre client de rester dans de bonnes conditions dans le logement et dans l'environnement, parce que vivre dans un logement c'est bien, mais on peut trouver des logements adaptés ailleurs, disent certains. Cependant, l'environnement social, le lien social, la proximité, les commerçants, les services, on ne les retrouve pas forcément. Un deuxième concept, alors peut-être juste en complément, ces 400 à 450 logements que nous adaptons tous les ans, peut-être important de le préciser, l'adaptation se fait en termes financiers par un portage complet de Neolia, c'est-à-dire que ça ne coûte rien à notre client, et avec un engagement de réaliser les travaux sur mesure par rapport à ses besoins, puisque la conception est faite en lien avec le client qui occupe le logement, et dans un délai de 3 mois maximum après que nous ayons rencontré la personne pour la première fois. Ça nous paraissait important aussi de le préciser parce que ce délai et ces montants parfois qui sont investis peuvent être des freins pour certaines personnes. On développe des concepts aussi puisque adapter le parc existant c'est une chose. On sait que
parfois la technique nous contraint à être limité. Donc on a souhaité développer des concepts qu'on a nommés label et village génération, qui sont aussi bien destinés aux personnes handicapées qu'aux personnes vieillissantes, et qui sont basés sur un principe simple d'accessibilité et de mixité sociale. Mixité sociale et générationnelle pour permettre de continuer à vivre et d'éviter le ghetto auquel Thibaut faisait référence également tout à l'heure. Et puis avec un système de présence, vous le voyez sur la diapo au centre, avec un système de présence dans une salle commune pour générer également du lien social. Nous produisons également, et on en a un peu plus de 200 actuellement dans notre parc, des logements spécifiques dédiés aux personnes à mobilité réduite. Je vous parlais d'adaptation tout à l'heure, on est sur de l'adaptation de l'existant. Là, on est sur de la production neuve et avec un certain nombre d'équipements supplémentaires qui sont destinés justement aux personnes avec un handicap moteur important. Handicap moteur, vous le voyez sur la photo centrale, qui va jusqu'à l'équipement domotique. Et on est en train de passer sur des systèmes de commande par tablette pour commander à la fois l'interphonie de la porte de hall quand c'est un bâtiment collectif, la porte d'entrée, les éclairages, les volets, enfin tout ce que d'aucuns connaissent très très bien. On développe aussi un plan ascenseur, je l'évoquais au niveau du groupe, on le met en pratique au niveau de Neolia sur l'ensemble de nos 30 000 logements locatifs dès cette année, puisqu'on a, comme vous le voyez, la capacité à greffer des cages d'ascenseur sur des bâtiments existants, et donc de passer d'un bâtiment où on a quelques logements en rez-de-chaussée de plein pied accessibles qui peuvent nous permettre d'offrir des logements adaptés au public en difficulté moteur, à des bâtiments qui font l'objet d'une greffe, on va l'appeler comme ça, d'une greffe d'une cage d'ascenseur, d'une modification dans le cadre de restructuration, et qui permettent de devenir complètement accessibles et d'accroître notre offre justement pour les personnes à mobilité réduite. Et puis l'habitat spécifique sur lequel on travaille avec des partenaires. Alors vous avez ici 3 exemples. Tout en bas à droite, c'est une résidence ADAPI. On travaille avec l'ADAPI et notamment l'ADAPI du Doubs, notre territoire historique, à construire des foyers, alors aussi bien pour personnes frappées de handicap moteur, frappées de handicap mental. Donc on a une certaine expertise maintenant, puisque en tout, entre les foyers pour personnes handicapées, les foyers pour personnes âgées, on compte à peu près une vingtaine d'établissements sur l'ensemble de notre parc, sur lesquels, je rebondis par rapport à ce matin, on met bien évidemment en œuvre aussi les ADAP quand il y en a besoin. Voilà, je crois que mon temps est arrivé à son terme, donc juste en résumé, moi je vais vous reparler de solidarité et peut-être vous donner la ligne qui est la nôtre, parce que j'aime bien le redire. On a un leitmotiv chez nous, et notamment par rapport à ce champ du handicap, qui est de se dire on doit plus qu'un toit finalement à nos clients. Apporter un logement en tant que bailleur, c'est le minimum, c'est notre métier. Le principe qui est le nôtre, c'est de dire on apporte plus qu'un toit, parce qu'on apporte un toit pour que les gens y trouvent autonomie, confort, sérénité, lien social, et pour qu'ils y restent. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, c'est une adaptation de 400 logements par an et un délai inférieur à 3 mois. Alors, c'est pour ce qui est dans l'existant, et aujourd'hui, peut-être juste, je le précise, sur nos 30 000 logements, nous en comptons plus de 3 000 qui sont déjà adaptés au handicap. Parfait. Alors, juste avant de passer la parole à Mme Antonietti, à Mme Vallée, excusez-moi, je rappelle... Pas encore. Pardon. Je rappelle qu'on vous demande de remplir des questionnaires, donc n'oubliez pas de le faire, parce que tout à l'heure, lorsqu'il sera temps, tout le monde va se lever et partir. Les urnes sont juste à la sortie de la salle, donc n'oubliez pas de nous remplir ces questionnaires, c'est quelque chose d'utile pour nous. Madame Vallée, pardon pour le lapsus tout de suite, vous travaillez à l'USH et vous êtes conseillère en politique sociale. Vous avez la parole. Tout à fait. Alors, on a commencé par l'éclairage et effectivement l'expérience de l'un de nos adhérents, puisque, un petit rappel, l'USH, c'est 700 organismes, hein, l'USH étant la fédération, l'union professionnelle qui fédère l'ensemble des organismes HLM. Alors, moi, je vais revenir un petit peu sur des données macro, si vous le voulez bien, qui vont permettre sans doute aussi de mieux comprendre les propos de Geoffroy Antonietti. Alors, sur la question du handicap et du vieillissement,
vieillissement, puisqu'effectivement pour nous la question du handicap et du vieillissement, on en fait un sujet commun. Puisque à partir du moment où il y a une difficulté de perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, pour un certain nombre de situations, ça relève du même type d'intervention. Alors, sur l'ensemble de ces sujets, on peut dire qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont fortement mobilisés, et ça de longue date. Ils n'ont pas attendu, bien heureusement, la loi de 2005 pour adapter et rendre accessible le patrimoine, bien qu'on ne peut pas nier un certain nombre de contraintes techniques. Geoffroy l'a plus ou moins dit, mais une des premières contraintes techniques, c'est que les 3/4 de notre patrimoine a été réalisé avant les années 80 et qu'on y retrouve encore aujourd'hui beaucoup de logements sociaux dépourvus d'ascenseurs, donc avec des problèmes d'accessibilité. C'est une réalité, on ne peut pas le nier. Néanmoins, on le voit, des bailleurs fortement mobilisés. Il faut savoir que chaque année, c'est plus de 60 millions d'euros investis pour l'adaptation du patrimoine HLM sur ces questions, à la fois liées au vieillissement et au handicap. Moi, je voulais revenir un petit peu sur deux notions importantes qui me semblent importantes de distinguer. La question de l'accessibilité de la question de l'adaptation. Pourquoi ? Parce que la loi de 2005 a permis à renforcer nos obligations et les normes en matière d'accessibilité. Et l'accessibilité, pour faire court, c'est la possibilité pour toute personne d'arriver jusqu'à la porte palière du bâtiment et de rejoindre la porte de son logement. C'est clairement à distinguer de la notion d'adaptation du logement et donc de la possibilité de la personne de circuler, d'utiliser l'ensemble des équipements du logement. Pourquoi je fais cette distinction ? C'est que aujourd'hui, clairement, les organismes bailleurs ont des obligations en matière d'accessibilité. C'est-à-dire que depuis 2007, pour tous les logements, il y a la nécessité de permettre à toute personne, quelles que soient ses fragilités, ses handicaps, d'accéder donc jusqu'à la porte de son logement depuis la porte palière. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les logements sont adaptés. Et c'est bien là le souci, si je peux me permettre, puisque en effet, à chaque type de handicap correspond un niveau d'adaptation particulier. Et donc toute l'intervention et les propos de Geoffroy montraient bien la nécessité d'être à chaque fois à l'écoute des besoins particuliers du client pour trouver les adaptations et les aménagements qui vont répondre de manière spécifique aux fragilités de la personne. Donc ça va nécessiter dans un certain nombre de cas à la fois des dépenses financières, des délais. Geoffroy parlait de 3 mois. Ce n'est pas toujours le cas, il faut l'admettre. Ça dépend des organismes et des moyens qu'ils ont pour faire face à l'ensemble des demandes. Et des demandes croissantes. Des demandes croissantes notamment liées à la question du vieillissement de nos locataires, puisque aujourd'hui, on est à 30% de locataires âgés de plus de 60 ans dans le parc HLM, et donc une vraie nécessité et un vrai enjeu autour de ces questions d'accessibilité et d'adaptation. Alors, pour être plus complète et terminer mes propos, donc, les bailleurs ont des obligations, bien sûr, en matière d'accessibilité. Ils ont également des obligations, il y a également, il faut le souligner, des dispositions légales qui permettent de prioriser à l'attribution, donc l'attribution de logements sociaux pour les personnes en situation de handicap. Il faut le savoir, les personnes en situation de handicap font partie de nos publics prioritaires. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, que toutes les personnes en situation de handicap ont dans des délais respectables accès au logement social, mais il faut le souligner, ils font partie des publics prioritaires. Eh ben merci, Madame Vallée, parce que vous êtes plus rapide encore que les 10 minutes proposées. Ça nous laissera le temps peut-être de prendre une ou deux questions. Et ça va me permettre de donner la parole tout de suite à Monsieur Joly. Monsieur Joly, vous êtes architecte urbaniste et vous êtes un spécialiste de l'accessibilité, si j'ai bien compris, et surtout travailler dans l'intermédiation. Enfin, je le dis comme ça, c'est peut-être pas le mot que vous utilisez. Oui, peut-être pas, un spécialiste, peut-être pas non plus, mais enfin, c'est vrai que je suis donc architecte, et ça fait, en 10 minutes, ça va être compliqué de vous expliquer le logement, le domicile, le chez vous, et comment on peut le traduire aujourd'hui, et peut-être pourquoi on est arrivé à ces interprétations aujourd'hui du logement adaptable, accessible, visitable, enfin inclusif, on y va, de tous les mots pour essayer de qualifier quelque chose qui finalement est très simple à qualifier, c'est notre logement, est-ce qu'il peut nous recevoir toute notre vie entière ou pas. Donc architecte, il y a 30 ans, mon bureau d'études s'appelait le laboratoire d'accessibilité et d'autonomie. Donc j'étais un ovni, simplement un ovni. Personne ne comprenait ce que je faisais. Pourquoi laboratoire ? Parce que consonance médicale, l'accessibilité quelque part, c'est reconnaître la différence, la déficience. Accessibilité, parce que pour moi l'accessibilité c'est un outil. C'est un outil qui permet effectivement de donner plus d'autonomie. C'est quelque part une prothèse, surtout si on le
plaque au logement. Et l'autonomie, c'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire à partir du moment où on est en situation de dépendance, en déficience ou en incapacité, on va essayer de redonner l'autonomie avec un certain nombre de choses. Et il n'y a pas que l'adaptation architecturale du logement. Aujourd'hui, on a une palette beaucoup plus large, mais il y a le design, mais il y a aussi, si vous voulez, les nouvelles technologies, il y a la domotique, on appelait la domotique, moi j'appellerais ça la chambrotique, par rapport à ce qu'on fait dans les logements. Donc c'est des milliers d'adaptations de logements en France et à l'étranger sur lesquelles j'ai pu intervenir, participer avec des hauteurs de handicap. À l'époque, j'ai rentré les premières personnes dans le coma à la maison, on me prenait pour un fou furieux. Voilà. Donc finalement, il faut se dire pourquoi on en est arrivé aujourd'hui, et j'aimerais vous le dire de façon très raccourcie, pourquoi on est arrivé aujourd'hui à ce constat. Moi, je crois qu'il y a déjà un postulat. Il y a un postulat de base, c'est lorsque on est un habitant et on n'a pas de maison, finalement, on est un exclu. Et lorsqu'on a une maison et une maison sans habitants, finalement, ça devient une ruine. Donc il y a vraiment une interdépendance entre les deux, c'est-à-dire entre l'humain et l'urbain, entre l'habitat et sa maison. Et elle est tellement forte, cette interdépendance, que même des fois, lorsque vous rentrez chez quelqu'un, vous avez envie de vous carapater, sortir tout de suite, et puis chez d'autres personnes, vous avez envie de vous lever dans le canapé et puis d'y rester très longtemps. Pourquoi ? Tout ça, ça s'explique. Moi, j'ai aujourd'hui des pistes d'explication par, justement, ce que j'ai pu faire en termes d'expérience et de diagnostic au niveau du handicap. Et c'est vrai, je le dis, le corps humain, c'est le creuset de l'expression architecturale. À partir de là, vous allez vous poser un deuxième constat, le constat entre le XXe et le XXIe siècle. Au XXe siècle, tout était standardisé. On a tout standardisé. C'était vraiment la course à la standardisation, la course à l'esprit sain, au corps sain, à l'homme beau, au modulor de Le Corbusier, qui nous a fait des choses effectivement intéressantes, mais des bâtiments avec des couloirs, c'est des pièces et des fonctions. Vous vous rendez compte que ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans d'autres pays, par exemple, vous prenez l'Asie, où on ne meuble pas une pièce à sa périphérie comme chez nous, mais au centre. Et puis quand vous raccrochez ça à des problèmes d'accessibilité, vous commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne mieux, surtout lorsque vous êtes dans un fauteuil roulant. Mais quand vous êtes dans un fauteuil roulant, c'est 600 000 personnes. Quand vous êtes de grande taille, c'est 2 millions de personnes. 2 millions de personnes de grande taille, 1,90 m pour les hommes, 1,80 m pour les femmes. Ce n'est pas des personnes handicapées. Pourtant, les problèmes d'accessibilité sont là. Une porte, ça fait 2,03 m de haut. D'accord ? Et un lit, ça fait 2 mètres. Sur une chambre qui fait combien ? Si je demande à mon voisin, il va me dire combien elle fait sa chambre accessible. Le lit, un peu plus long, il ne passera pas. Ou on ne passera pas avec le fauteuil derrière. Donc ça va être compliqué. Vous voyez ? Donc ça veut dire que cette standardisation nous a amené à la poupée Barbie, ça c'est clair, mais pas du tout à l'expression de Botero. Donc la personne un peu forte, un peu obèse, ce n'est pas non plus une personne handicapée, elle avait qu'à moins manger. Donc finalement, tout ça fait que comment cette expression est venue dans notre logement, comment on a créé des logements, on se fiche pratiquement de qui vit dans les logements. Jusqu'à peut-être au XXIe siècle. Et pourquoi aussi ? Parce que l'OMS, si on reprend le côté médical des choses, on sera fait au côté, effectivement, on va prendre l'Organisation mondiale de la santé, elle nous définit en 1980 l'incapacité, déficience, désavantage. C'est-à-dire que vous avez un handicap qui est défini par cette incapacité, cette déficience et ce désavantage. Vous regardez le bouquin, désavantage, c'est 20 pages. Désavantage, ça veut dire la liaison de l'humain avec la ville, avec la situation. C'est 20 pages. Et puis, pof, on passe au 21e siècle, 2001. 2001, l'OMS reclasse différemment avec la CIF, Classification internationale du fonctionnement. Cette fois-ci, avec la CIF, on parle de situation de handicap. Une maman avec une poussette est en situation de handicap. Tiens, la personne handicapée, finalement, c'est un citoyen presque à part entière. Une maman avec une poussette, c'est une personne presque handicapée dans l'esprit qu'on a mis en place à l'époque, c'est-à-dire cette évolution qui s'est faite. Mais la personne handicapée en fauteuil, celle qu'on cible, parce que pour nous, je veux dire, peuple des valides, la personne handicapée, c'est toujours une personne en fauteuil, c'est pas une autre, c'est le fauteuil en plus. C'est même pas la personne qui est dedans, parce qu'on veut même pas savoir ce qu'elle fait. On regarde la personne par le fauteuil. On regarde pas la personne par ses compétences. C'est encore un peu le cas aujourd'hui. Je suis désolé. Donc finalement, ramener tout ça à la maison, ça devient vraiment complexe et compliqué. On mettait tous les gens dans des maisons. On a créé des maisons de retraite, maintenant on fait des maisons de retraite spécialisées, on fait des maisons pour tout d'ailleurs, on fait des maisons pour les fous, on fait des maisons pour tout. Bon. Et pourtant, notre maison, là où on vit, notre unité de vie, celle-là, elle est importante, parce que c'est là où on se ressource, c'est aussi un point de départ pour ensuite trouver un travail parfois, ou pour équilibrer un travail. Donc ce lieu de vie, comme vous l'avez rappelé, il est essentiel. Et comment on l'aborde, ce lieu de vie aujourd'hui ? Alors,
j'en passe et des meilleurs. Hein. Nous avons la loi de 75, on n'a pas fait grand-chose, même les bailleurs sociaux n'ont pas fait grand-chose, même si on me le dit aujourd'hui, je suis un peu moins optimiste que je l'écoute là, puisque les bailleurs sociaux, moi, ça fait 30 ans que je les contacte, parce que j'ai des personnes handicapées, soit il faut qu'ils restent à domicile, soit il faut qu'ils sortent. Donc c'est vraiment très complexe, et ça ne se passe pas aussi bien que ça tout le temps, mais ça se passe mieux aujourd'hui, ça c'est un vrai constat. Donc effectivement, comment on fait aujourd'hui? C'est pas aussi simple, parce que je suis toujours en contact avec les bailleurs sociaux, en plus maire adjoint au logement dans une ville importante, je peux vous dire que je les vois les bailleurs sociaux, surtout quand il y a un projet. Mais quand effectivement il y a un projet global, mais quand il y a un projet de pouvoir conserver une personne en situation de handicap dans un logement, c'est bien plus complexe. C'est bien plus complexe. Alors, on voit des petites choses, on a vu des petites choses tout à l'heure, je ne rentre pas dans le détail. On a vu des petites choses, des lavabos, des petites choses accessibles dans vos salles de bain. Mais regardez aussi tous ces contextes. Quand on vous met un lavabo, le Paracelsus que vous avez vu là tout à l'heure sur la photo, qui est arrondi comme ça. Pourquoi il est arrondi? Parce que quand on a une personne en fauteuil, finalement, on n'a plus de main, on n'a pas d'abdominaux, on prend un para haut, on va prendre un jeune para haut, bon, il n'a plus d'abdominaux, donc évidemment, il est toujours obligé de s'appuyer pour prendre l'autre main pour se raser, par exemple. Alors, faire un arrondi, c'est très bien. Ça, il est estampillé handicap. On a mis un label handicap dessus. D'accord, c'est parfait, c'est très bien. Moi, quand je vais voir un entrepreneur, il me dit il faut mettre ce lavabo-là. Et moi, je lui dis j'en veux pas, votre lavabo. Alors pourquoi j'en veux pas? Parce que, ok, je vais arriver. Bon, si je suis un gros ventre, hop, ça tient bien, je peux me mettre autour du lavabo. Sauf que si vous avez regardé le lavabo, il n'a pas de place ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien poser sur le lavabo. Ou alors, c'est en biais, parce que s'il y a de l'eau dessus, il faut que ça retombe dans le siphon. Donc, finalement, le lavabo, il n'est pas aussi bien que ça, et pourtant, il est estampillé et handicapé. C'est-à-dire que vous êtes là, avec votre bombe à raser, avec votre rasoir, vous êtes obligé de la poser à côté. Mais si vous mettez un meuble, c'est plus accessible, parce que la salle de bain est trop petite, comment on fait? Et aujourd'hui, on est en train de se poser la question des aménagements raisonnables. Mais c'est une catastrophe. Quels sont les aménagements raisonnables dans un logement? Donc, il y a l'accessibilité, et l'accessibilité réglementaire, elle est importante. Il faut adoucir la norme parce qu'elle est catastrophique sur un certain nombre de points. Aujourd'hui, on vous dit il faut le seuil de la porte donnant à l'extérieur, d'une terrasse par exemple, 2 cm. On a créé une norme pour ça. Elle fait effectivement 2 cm. Sauf qu'on ne dit pas à l'intérieur 2 cm. Donc ça fait 18 cm à l'intérieur. Donc la personne, elle est dans son logement, elle peut de l'extérieur rentrer, mais de toute façon, elle ne peut pas sortir. Donc, il faut quand même le faire, des choses comme ça. Et personne, pratiquement, aujourd'hui, ne dit rien. Dans un logement, ce qui est important, c'est où sont placées les gaines. Parce que moi, je vais modifier le logement. Je vais modifier le logement intérieur. Ce que je cherche dans un logement ou dans un logement ancien, d'ailleurs, je préfère les logements anciens que les logements neufs. Donc, les logements anciens, parce qu'ils sont mieux, parce qu'il y a un peu plus de surface, parce que parfois, ils sont plus accessibles. C'est-à-dire, ils sont plus adaptables. Parce qu'on passe, comme l'a dit M. Goé, on passe dans le domaine de l'adaptation, de la compensation, deuxième volet de la réglementation de la loi. Si je reviens à l'accessibilité, faisons des choses simples. Alors, à ce moment-là, demandons aux architectes de placer les gaines à des bons endroits, où on va pouvoir moduler les choses pour pouvoir, de la chambre, en faire une salle de bain. Peut-être un toilette. Et là, on aura une intelligence dans l'accessibilité basique. Et après, on pourra mettre des éléments complémentaires plus importants sur le logement. Il me reste 1 minute. Alors, je vais vous dire, quand même, puisque je vous ai parlé de votre maison, donc c'est important et c'est intéressant. Je vous ai parlé du handicap. Tout ça, vous arrivez à le relier dans votre tête peut-être un jour, où vous viendrez me voir, j'en parlerai un peu plus avec vous, et on aura beaucoup plus de temps. Regardez votre maison. Votre maison, on a fait à une époque, on a fait des marches. Vous savez, ces marches qui descendent dans le séjour. Comment on a pu faire des jardins pareilles ? Alors que si on fait jouer le plafond, on fait jouer le plafond. Vous allez dans votre logement, tous, j'imagine que tous, vous avez par exemple une table de séjour, une table de salle à manger, une table de cuisine. Vous avez ces coins repas qu'on a voulu faire où on ne peut même pas rentrer. S'il y en a un qui veut le sel, il est obligé de passer au-dessus de maman ou de son frère pour aller chercher le sel. Enfin, c'est une catastrophe. On a mis une table de jardin, les sirènes du marketing. Et c'est absolument pas accessible. Et après, on a dit, au XXe siècle, on a dit effectivement une chambre par enfant, donc une chambre par enfant. On a viré toutes les tables de chez vous ce soir, vous en gardez une, vous verrez que monsieur, il ne prendra pas son scotch sur la table de salon en train de regarder la télévision, vous, madame, dans la table de la cuisine en train de préparer la popote, et vos enfants, on ne sait pas trop ce qu'ils font dans leur chambre, mais ça, je pourrais vous parler de la chambre parce que c'est encore un sujet intéressant, notamment avec le vieillissement de la population. Donc, virez ces tables, vous en faites qu'une, c'est le cœur de la maison. Une maison, c'est un être humain. C'est pareil, c'est un être humain. Donc vous virez cette table, vous en regardez une, vous allez voir la communication se rétablir et vous allez voir que votre maison va revenir. Une maison, ça peut vous guérir. Et dernier exemple lié au handicap, vous allez rentrer dans un logement HLM, votre maman ou votre mamie va s'être cassé le col du fémur, on va arriver, on va tous venir en bande vous dire dans cette maison qui va sentir vite le suppositoire, comme elle est en fauteuil roulant, la porte qui est là, il faut la casser, il faut l'agrandir, il faut la mettre au moins à 80 cm parce qu'on nous l'a écrit dans la norme.
Donc on va la mettre à 80 cm. À côté, il y avait un buffet. Sur le buffet, il y avait la photo des petits-enfants. On a tout viré. Madame a fait un syndrome de glissement. Elle est décédée. L'architecture tue, comme l'architecture peut guérir. Ce qu'il fallait faire dans ce cas-là, c'est lui changer le fauteuil. Lui mettre un plus petit fauteuil qui passe dans 63 cm de passage. On n'embêtait pas l'office d'HLM à agrandir la porte. On prescrivait un petit fauteuil qui plus est pris en charge par l'organisme social. Et mamie, elle serait peut-être encore vivante aujourd'hui. Je suis désolé de dire ça, mais c'est terrible de voir des choses comme ça au bout de 30 ans d'expérience. Voilà, j'ai terminé mon temps, j'ai même dépassé de 10 secondes. Merci. Alors moi, quand on a discuté avec M. Joly, il y a un truc, on est nombreux à être copropriétaires. Alors d'abord, c'est très ennuyeux les réunions de copro. Et puis il y a toujours un truc, c'est sur les garages. Est-ce que chacun a son éclairage ou est-ce qu'il y a un éclairage commun? Donc M. Joly, là, il ne m'écoute plus. C'est vous qui, c'est vous qui m'aviez donné cet exemple-là. Sur les copros et sur les garages, est-ce qu'on fait un éclairage commun ou est-ce qu'on fait un éclairage et un compteur pour chacun? Dans toutes les copropriétés, à chaque fois qu'on cherche un logement, que ce soit dans la copropriété ou d'ailleurs chez un bailleur public, mais surtout en copropriété, vous avez la personne qui est en situation de handicap. Si son point de départ, c'est la maison, la suite, c'est qu'elle doit sortir de cette maison, donc il faut la véhiculer. La plupart du temps, elle va avoir une voiture adaptée, elle va avoir des difficultés de déplacement, elle va plutôt utiliser la voiture que les transports en commun. Donc, elle va avoir un garage. Le garage, souvent, elle demande que la porte soit motorisée parce que des équipements dans une voiture, ça coûte une blinde. Donc, ça veut dire que si on nous les fait vandaliser, etc., c'est compliqué. Donc, on veut mettre une porte qui va fermer un box ou une partie de garage. Et là, problème avec la copropriété. Est-ce que je peux amener l'électricité? Est-ce que je peux me brancher sur la copropriété au niveau de l'électricité pour pouvoir mettre un moteur qui va ouvrir et fermer tout seul avec ma télécommande ma porte de garage? Et bien là, les ennuis commencent. Réunion de copropriété, etc., etc. Pourquoi on ne peut pas faire à un moment donné une nourrice avec pour chaque box les fils électriques qui arrivent de chaque appartement, par exemple, ou un compteur individuel, et puis le jour où il y a une demande, on le fait. Voilà un ouvrage d'accessibilité à standardiser. Et il y en a plein d'autres comme ça, mais c'est pas nombreux, mais il y en a plein d'autres. Après, comme le rappelle ma voisine, on est dans le domaine de la compensation. La compensation, si les offices d'HLM, si les bailleurs privés, les bailleurs publics veulent prendre en charge une partie de la compensation au titre de la solidarité, de leur citoyenneté, de leur vivre ensemble, qu'ils le fassent. Mais on a aussi notre société à la française qui nous assure notre protection sociale et qui déjà prend en charge un certain nombre d'adaptations. Il suffit de s'adresser au MDPH ou autre, même s'il y a des difficultés. Merci, voilà. Et c'était pour dire que j'avais bien compris le coup de la copro. Il y a des exemples tout simples comme ça. On se dit, tiens, quelle est la meilleure solution? Il y a des solutions simples qui existent. Il faut les avoir conçues au départ. On arrive à l'issue de notre table ronde. J'ai quand même redonné la parole, s'il le souhaite, rapidement, sur une minute, à M. Antonietti ou Mme Vallée. Si vous avez un mot à rajouter, il est bien sûr possible parce que je pense que vous n'êtes pas sans réaction par rapport à ce qui vient de se dire. Non, mais je crois que sur le fond, on est assez d'accord. La question de la qualité d'usage, c'est extrêmement important. Les normes, oui, mais soyons à l'écoute, effectivement, des besoins des personnes. Et c'est ce qui fait aussi la difficulté d'intervention, c'est qu'à chaque situation correspond une nature d'équipement, encore une fois, une nature d'aménagement qui est. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous dites ça, vous stigmatisez. Alors on ne stigmatise pas, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on a vraiment des outils, si on regarde les adaptations avec une certaine transversalité. Une fois, j'ai un papa qui a un enfant polyhandicapé, on lui cherche une aide technique pour qu'il puisse regarder la télévision avec ses frères et sœurs, mais elle est polyhandicapée, c'est compliqué, elle est dans une coquille, il faut sortir la coquille, il faut la mettre dedans. Vous achetez un gros nuggets, là, vous savez que fabriquent les Belges, ça coûte 150 €, on peut même le mettre à l'extérieur, c'est un gros nuggets avec un trou au milieu, pouf, on met cet enfant polyhandicapé dedans, il n'y a pas de signature médicale, ça coûte rien, on le met, elle tient toute seule, elle est avec ses frères et sœurs, et il n'y a plus cette notion de différence par l'aide technique. À l'inverse, quand je vous cite l'exemple de ma mamie, c'était tout l'inverse. Vous voyez ? Donc je pense qu'il y a une vraie analyse à faire de ce côté-là, il y a une vraie sensibilisation des professionnels et des architectes, ça c'est sûr. Peut-être juste pour dire que moi aussi je suis d'accord avec vous, pas surtout, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais je pense que la vraie notion qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la valeur d'usage et surtout le confort de la personne. C'est là-dessus que je vous rejoins. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire parfois pour que ça marche, mais il faut surtout prendre en considération le cadre de vie, la vie de la personne, parce que souvent on veut faire le bien des gens malgré eux, et je pense que ça c'est plus néfaste qu'autre chose. Et puis il y a les normes, et puis surtout le sur-mesure.
Et puis quand vous créez un logement, quand vous faites des cellules, quand vous faites un immeuble, quand vous faites un logement, il faut demander aux architectes, mais ça aussi c'est une démarche d'esprit des promoteurs, il faut demander aux architectes, il faut vraiment regarder le logement. Parce qu'on me dit que l'accessibilité coûte cher, et pourtant moi je vois des logements de promoteurs où, à cause de l'accessibilité, j'ai un couloir d'1,20 m, il n'y a rien ni à droite ni à gauche, ou peut-être un toilette quelque part, il fait 6 mètres de long. 6 mètres de long par 1,20 m, ça fait en gros 6 mètres carrés 50, voire 7 mètres carrés, multiplié par le prix d'achat. Si vous êtes à Paris ou si vous êtes à Marseille, c'est pas tout à fait la même chose, ou en province, mais ça vous fait tout de suite 50 ou 60 000 euros que vous avez jetés quand vous l'avez acheté vous. Et pourquoi le promoteur ne nous mordre pas ça et ne nous dit pas ça? Pourquoi on ne le dit pas aux gens? Il faut le dire, des choses comme ça. Et là, l'accessibilité, elle ne coûte pas cher, parce que si on repense le logement effectivement complètement accessible et dans cet esprit d'usage que vous expliquez, eh ben vous allez avoir un logement qui est fluide, et un logement qui va correspondre à beaucoup de situations que vous pourrez mettre en place par la suite, bien sûr. Mais pensez bien à vos balcons, pensez à vos douches, parce que mettre un balcon, ça veut dire rehausser d'une poutre. Rehausser d'une poutre, ça veut dire on remonte l'immeuble. Ça veut dire on monte l'immeuble, et ben, du coup, si en fonction du PLU, on ne peut pas faire d'étage en plus. Si on ne peut pas faire d'étage en plus, ben, ça coûte, on aura moins sur la situation globale de l'immeuble à la vente. Donc on ne pourra peut-être pas faire l'immeuble. Donc il faut le penser autrement. Non, tout ça entraîne plein de choses, des schémas très complexes derrière, à la fois évidemment d'usage, mais surtout financiers. Donc si vous rentrez également par la partie financière en prouvant qu'à la sortie, vous allez rentrer le plus grand nombre de gens possible et le plus longtemps possible dans vos logements, je pense que là, on est sur une belle réflexion et sur une bonne réflexion. Et c'est pour ça que je vous remercie de nous avoir dit ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est la réflexion, et je vais complètement dans votre sens si j'en termine là, Christophe. Puisque vous le disiez pour les acquéreurs, 7 mètres carrés de plus. Nous, on a ce vrai souci par rapport à nos clients locataires, parce que 7 mètres carrés de plus, c'est 7 mètres carrés multiplié par le prix du loyer au mètre carré. Et nos clients, ils n'ont pas toujours la capacité d'assumer ces 7 mètres carrés. Et notre métier, c'est bien de leur trouver des logements adaptés, fonctionnels, qui correspondent à leurs usages, accessibles physiquement et financièrement. Ça veut dire que, je vous en prie, bien sûr, ça n'empêche pas d'être intelligent, d'être handicapé. On l'a dit souvent, mais franchement, ou dire du bon sens, quelquefois, c'est ce que vous nous expliquez les uns et les autres. Personne n'est contre, personne ne veut bloquer les choses, mais quelquefois, simplement, on n'a pas anticipé ou pas assez imaginé. Donc un petit peu de réflexion, un petit peu de bon sens, et ça va bien pour tout le monde.